Alexis Corbière est député de Seine-Saint-Denis. Cet insoumis milite aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis un quart de siècle. Fondateur avec ce dernier du parti de gauche, ancêtre de la France insoumise, il a été de toutes les batailles. Depuis ses critiques sur l'absence de démocratie au sein du mouvement, Alexis Corbière est tenu à distance par les instances de direction. Dans l'entretien qui suit, il nous répond sur la République, la laïcité, l'union de la gauche et la démocratie au sein de la France insoumise. On est dans votre fief ici, on est à Montreuil. La fief, c'est un vocabulaire d'Ancien Régime. C'est la circonscription. Oui, je suis député de Montreuil et Bagnolet, ville très militante, vous connaissez. Voilà, bienvenue. On est dans un des nombreux cafés de cette ville. Alors, il y a quelques jours, vous avez organisé un colloque sur la République. La République, elle semble bien malade ces derniers temps. Hein. Tout le monde a le sentiment quand même que il faut faire quelque chose. Moi, je suis républicain. Je me réclame de cette tradition. La tradition de ce qui fait que notre pays, notre nation, bien sûr, a une vieille histoire, mais la Révolution nous fonde comme peuple dans un moment politique où nous décidons de faire République parce que nous voulons un cadre d'expression de la souveraineté populaire. Et ce fil conducteur, je crois, nous amène jusqu'à 2023, où encore, il faut rechercher un cadre plus démocratique dans lequel le peuple peut se faire entendre. Pour ça, je suis pour la 6ème République. Ce serait quoi ? Ce serait évidemment un régime de fin du présidentialisme, plus parlementaire, dans lequel les citoyens auraient des droits nouveaux, des droits d'intervention, pourquoi pas par des possibilités de référendum, d'initiative citoyenne sur des grands sujets, des droits de contrôle et de révocation, pourquoi pas des élus, pour pas qu'on soit des citoyens en culotte courte entre deux élections, tu viens voter, puis après pendant 5 ans, tu n'as plus le droit à l'expression. On a un modèle particulier qui fait qu'on a une vie politique qui est scandée par la recherche du grand sauveur, ou de la grande sauveuse en plus, le personnage qui va nous sauver, etc. Les Français, ils sont quand même attachés. Je sais pas. Ce qu'ils veulent, c'est surtout des contre-pouvoirs, c'est-à-dire ils aimeraient bien que l'Assemblée nationale ait de vraies prérogatives et que l'exécutif ne puisse pas imposer sa loi à la représentation nationale en permanence, c'est-à-dire le 49.3, c'est-à-dire un certain nombre d'articles qui sont liberticides ou en tout cas qui sont extrêmement contraignants. Là, on rentre dans une discussion qui est intéressante et qu'il faudra affiner. Ce à quoi, à mon avis, les Français sont attachés, évidemment, c'est l'idée qu'ils votent pour celui qui est la principale figure politique. Donc ce serait curieux que je leur dise, en gros, il y a un président qui garde tous les pouvoirs d'aujourd'hui, mais ce n'est pas vous qui le désignez. Donc ça, mais par contre, je pense que les Français sont prêts à entendre que ce qu'il faut, ce que vous appelez les contre-pouvoirs, c'est qu'il y ait des cadres de contrôle collectifs, collégiaux, des prises de décision. De quoi on parle ? On parle du fait que toute société porte en elle-même des contradictions. On parle de la dispute civile, la dispute citoyenne. Voilà. Dès que les gens vous parlent de consensus, méfiez-vous, en fait, c'est une vision autoritaire de la société. Il n'y a pas de consensus, il y a des contradictions d'intérêts, des contradictions de classe, pour reprendre un vieux vocabulaire. Et puis, il y a différentes manières d'aborder le monde entre nous, selon plein de raisons. Ses convictions spirituelles, sa manière d'aborder le monde, etc. Bon, donc, ce que nous avons à faire, et la République, c'est aussi sa mission, c'est l'expression de la souveraineté du peuple, l'intérêt général, mais aussi la possibilité de faire vivre des opinions contradictoires et de les réguler pacifiquement. Quand on est dans un système autoritaire comme la 5ème République, ce qui m'inquiète, c'est que je vois bien qu'à partir du moment où il n'y a pas d'outils pour réguler ces contradictions, vous avez une tentation chez beaucoup de gens de dire « mais tout ça ne sert à rien ». Alors soit je ne vais pas voter, ça c'est encore ce qu'il y a de plus tranquille, mais aussi des gens qui se disent ce qu'il faut, c'est casser, c'est intervenir, c'est pour se faire entendre, c'est la seule solution que nous avons. Et parfois on est obligé de dire qu'ils n'ont pas totalement tort pour mettre certaines questions, des actions spectaculaires, ça peut être utile. Mais on admettra que ce n'est pas une manière, correcte ou satisfaisante de faire vivre un système. Il faut un débouché politique à un moment donné. Voilà, il faut qu'à un moment donné, on a le droit de penser, d'avoir toutes les opinions, on a le droit d'avoir normalement une délibération de qualité, que les projets soient présentés. Et moi, je reste encore attaché à une démocratie, on va dire, représentative. Mais à condition que, entre le représentant et le représenté, ce ne soit pas « salut, je suis élu, puis rentrez chez vous, je fais ce que je veux », mais que le citoyen puisse rester mobilisé. Donc la conversation sur le changement d'institution, sur la fin de la 5ème République, sur le passage à une 6ème République, dont il faut discuter, mais qui, selon moi, doit avoir pour fil conducteur assez d'autoritarisme, assez de pouvoir personnel, assez, je ne veux pas être pédant, mais Serge Faubert, vous avez une grande culture politique, vous traduirez s'il faut le bonapartisme, c'est-à-dire cette histoire politique qui nous pourrit, que nous sommes en permanence en train de nous dire c'est pas le souverain qui va choisir ce qu'on fait, mais c'est quasiment au peuple de décider qui va être son prochain souverain. Je veux dire, le peuple, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est dans des choses qui marchent cul par-dessus tête et qui fabriquent, je trouve,
une idéologie flottante dans le pays, plutôt d'extrême droite. C'est-à-dire une nation de gens un peu enfants qui a besoin de se trouver un grand leader. Et là où un homme comme Emmanuel Macron m'effraie, c'est que lui, il avait théorisé ça en 2016 dans une interview qu'il avait donnée dans un journal qui s'appelle Le 1, avant il était candidat, où il avait dit il y a dans notre vie politique, depuis la mort du roi, un grand absent. Les Français n'ont pas voulu la mort du roi. Il est marrant, lui, Macron, il sait ce que les Français voulaient à l'époque. Et il dit, et ce vide aujourd'hui est un grand absent de la vie politique, la figure du roi. Et moi, je dis, c'est attention, quand un homme qui est président de la République explique qu'il y a dans la vie politique un grand absent qui est la figure du roi, on est dans une conception des choses qui me semble aux antipodes de ce qu'est la République et qui est au contraire dans l'utilisation à plein de tous les pouvoirs de la Ve République, qui en gros, un personnage fait le bonheur du peuple, même contre sa volonté. Et vous et moi, on sait que les pays où le grand-père ou le petit-père des peuples va faire le bonheur des peuples contre leur volonté, c'est pas bon. Donc on en est là. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a un anti-parlementarisme réel dans le pays. C'est-à-dire, les gens pensent que non seulement les élus ne servent pas à grand-chose, mais qu'en plus, ils sont pourris, ils sont corrompus, ils ont tous les défauts de la terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rejet non seulement du pouvoir en place, mais également de ceux qui éventuellement pourraient le combattre. C'est-à-dire qu'on regarde les députés à l'Assemblée en disant « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Bien sûr. Alors déjà, une chose là-dessus. C'est mon moment un peu d'autosatisfaction et d'orgueil. On est à Montreuil, j'ai été candidat, je suis le député le mieux élu de France. Je fais 63% au premier tour. Donc vous pourriez dire, oh là, lui, il est vraiment représentatif. Et même moi... Je vous le dis, allez. Non mais même moi, je crois que je représente 25% des électeurs inscrits. C'est-à-dire que 75% de la circonscription, Montreuil et Bagnolet, n'ont pas voté pour le député Corbière. Alors je me dis ça à moi, mais cette critique en vérité, elle est encore plus forte sur tous les autres députés. Je dis ça parce qu'on est dans quelque chose qui s'est quasiment banalisé, que la représentation nationale, l'Assemblée nationale, en fait, est le rassemblement de gens qui parfois ne représentent que 15%, 16% du corps électoral. Et celui qui est le mieux élu et qui vous parle fait au mieux, j'ai oublié le chiffre, mais 24 ou 25%. Alors si on laisse faire ça en disant après tout, on ne voit pas qu'on a une représentation politique de plus en plus déformée, éloignée, dans laquelle se nourrit nombre de rancœurs que vous venez de pointer. On a voté pour vous, ça n'a rien changé, vous avez trahi le mandat. Et puis après tout, dans un discours très anti-parlementaire aujourd'hui qui est à la mode et qui est même alimenté par Emmanuel Macron quand il marche sur l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il dit ? Tout ça est une bande de bavards qui ne sert à rien. Je suis minoritaire à l'Assemblée nationale, se dit Macron, mais qu'importe. Je brandis l'article 49.3 en nous répétant « la Constitution me donne droit » et je leur marche dessus. En disant ça, on a envie de dire « mais à quoi sert l'Assemblée nationale ?» Selon même le président de la République. Vous n'y pouvez rien quand vous êtes quelqu'un qui déjà avait un regard un peu distant avec tout ça, que vous dites « je suis venu voter quelquefois, ça n'a servi à rien » et puis en plus, la tentation est grande de se dire « mais moi, y compris dans une certaine conception d'un attachement fort à son bulletin de vote, de se dire « moi, je n'ai pas envie de donner mon bulletin de vote à tout ça ». Et donc... c'est pour ça que la figure du sauveur suprême prospère. Oui, mais elle nous pourrit la vie. Et qu'on me comprenne bien, au sens large du mot, dans tous les mouvements politiques, nous devons être collégiaux, travailler à un caractère pluriel des choses et ne jamais remettre notre destin à tel ou tel personnage. On y reviendra tout à l'heure. Non, mais je veux dire, regardez Emmanuel Macron, la manière dont il construit les choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, que les choses soient claires, la politique, ça s'incarne. François Ruffin, l'autre jour, à la Fête de l'Humanité, disait l'ennemi de la gauche, ou en tout cas l'ennemi des Républicains qui veulent un peu faire avancer les choses, c'est la résignation générale qui règne dans le pays, c'est l'indifférence, plus que Macron, plus que la droite, plus que l'extrême droite, c'est cette espèce d'indifférence qui va même dans l'individualisme ou le repli individualiste. Est-ce que vous partagez cette vision ? Oui, il y a de ça. Moi je suis très intéressé par ce que dit François Ruffin. Il le dit comme élu de Picardie en plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, entre quelqu'un comme moi et François, à essayer, il y a le rat des villes et le rat des champs, et là, pareil, il y a le député... Sur Mulot, vous êtes sur Mulot. On peut dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis élu d'une circonscription populaire, brassée par l'immigration, de gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, etc. Lui, il est issu aussi d'une circonscription très populaire dans laquelle il n'y a pas les mêmes phénomènes. Il voit des choses, je trouve qu'il a des fulgurances et il est intéressant. Et il faut qu'on arrive dans un discours à ce que tous ces territoires, si je puis, enfin j'aime pas le mot de territoire, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, puissent se retrouver dans un discours commun et on y travaille. Là où il a raison, oui, la résignation, elle est là. Ça traduit
Des fois, il y a une abstention très politique, mais il y a aussi une abstention qui est la manifestation d'un désintérêt et d'une résignation. Nous, on doit faire vivre quoi? Quelque chose de joyeux, le fait qu'il est possible de changer ce pays, il est possible de vivre mieux tous ensemble. J'évoquais la Constitution de 1793, l'article 1, c'est le bonheur commun et le but de toute société. Répétez, c'est quoi ce bonheur commun? On peut partager, aujourd'hui dans un moment où il y a des accumulations de richesses entre les mains de quelques-uns à des degrés jamais vus. Il faut que d'abord nos services publics, commençons par là, fonctionnent. C'est ça que me disent les gens ici, hein, que l'hôpital qui est à côté, il n'y ait pas cette situation de saturation, que l'école fonctionne. Moi je pense que vraiment, parmi les grands chantiers sur les débats qui viennent en 2027, qui est le moment présidentiel, l'école, il faut qu'on redonne confiance dans l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, dans lequel, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que ici en Seine-Saint-Denis, j'étais encore mobilisé avec un collège et les parents d'élèves, on n'a plus d'assistants sociales, plus de médecins scolaires, plus d'infirmières scolaires et des profs qui manquent. Le SNES a considéré qu'en cette rentrée, il y a un établissement sur 2 où il y avait des professeurs absents. Et on sait très bien que selon les établissements, c'est pas du tout la même chose. Il y a un séparatisme scolaire qui existe dans ce pays. Je reprends le mot volontairement par rapport à un autre mot, un mot qu'ils avaient utilisé sur une autre conversation. C'est-à-dire que selon le lieu où vous mettez votre gamin, c'est pas vrai que votre enfant, il a la même qualité d'enseignement. Et je ne jette pas la pierre aux collègues, moi je suis prof, mais dans des établissements où il manque des profs, où 15% des collègues sont des contractuels, où il n'y a plus de surveillants, etc., c'est pas la même chose qu'à Paris. Les profs sont les plus mal payés d'Europe. Voilà, les profs sont les plus mal payés d'Europe. On est même là, le gouvernement est un gouvernement menteur, on reste malgré ce qu'il a accordé à cette rentrée qui ne remplit même pas les conséquences de l'inflation. Bon, donc l'école, pour dire les choses clairement, on pourrait, nous, être la force joyeuse, populaire, qui dit si vous votez pour nous, on va mettre le paquet sur l'école. C'est le socle de la République. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on matérialise pour essayer que cette résignation n'ait plus lieu que sur des choses concrètes, du quotidien, que nous, je veux dire, ça va changer. On va vous faire une offre de loisirs, de départ en vacances, lorsqu'il n'y a plus le temps scolaire pour nos gamins, de grande qualité, exigeante, etc. Ça, je pense que les gens peuvent suivre s'ils ont l'impression qu'effectivement on répond à leurs difficultés. On va organiser le partage des richesses, voilà, c'est tout, tranquillement, par la loi, par l'impôt, et les gens sont favorables à ça. Et puis aussi la conversation qu'on avait tout à l'heure, celle de dire vous allez avoir des droits nouveaux, des droits comme citoyens, des droits de contrôle, des droits d'intervention, etc. Bon, ça, accompagné, ça fait 2 fois que je le souligne, on ne parle pas écologie, parce que moi je suis moins intervenant sur ce sujet-là, mais il y a une crise écologique qui fait que beaucoup de gens comprennent que si ça... Ils la ressentent. Voilà, même si les gens ne sont pas... Tout le monde comprend voilà, que là, il y a quelque chose qui... Tout le monde a compris l'urgence. Voilà, après, il faut voir comment on avance sans quelque chose qui effectivement a des conséquences plus douloureuses sur les catégories populaires. Donc, il faut que dans la période qui vient, on soit en capacité de polariser une grande force populaire, écologique et démocratique. Donc je crois qu'il faut qu'on symbolise l'exigence sociale, il faut qu'on symbolise l'antimacronisme sur le plan démocratique. Nous sommes les démocrates, nous sommes ceux qui sont attachés aux libertés, et c'est Macron qui les abîme parce qu'il est minoritaire et qu'il est obligé d'être de plus en plus autoritaire pour pouvoir imposer sa politique. Il n'y a pas dans votre mouvement aujourd'hui une tentation de flirter avec des frontières qui ne seraient plus celles de la démocratie, qui seraient celles un peu de la rue, privilégier systématiquement la rue, le bruit, la fureur. Hein. C'est un peu le reproche qu'on vous fait quand même aujourd'hui. Moi je suis pour le bruit et la ferveur, déjà, essayons de la faire vivre. Une ferveur, c'est-à-dire le fait pour que... Qui quoi? Non mais pour les gens, qu'ils aient envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas seulement qu'on soit en défensif, il faut qu'aussi on soit le mouvement de nouvelles libertés, de nouvelles conquêtes. Alors, à partir de là, vous évoquez la rue. Là aussi, vous êtes taquin, que les choses soient claires. C'est, dans toute l'histoire sociale et politique du pays, la rue qui a été, qu'est-ce qu'on appelle la rue? C'est-à-dire la possibilité démocratique pour le peuple de se faire entendre et d'accélérer des rythmes politiques, voire même de les modifier en raison de mobilisations populaires. Je suis du côté de la rue, indiscutablement, parce qu'en 1936, dans le programme du Front populaire, il n'y avait pas les congés payés. Et c'est une mobilisation sociale, donc la rue, qui fait que ce programme qui amène une victoire électorale aille plus loin. Donc vive la rue, tous ceux qui partent en vacances et qui se bronzent sur les plages de ce pays et qui rentrent de vacances au mois de septembre, grâce à la rue, on a obtenu ça. Et je connais personne qui me dit « moi je ne pars pas en vacances parce que comme ça a été obtenu à l'occasion d'une mobilisation de rue et que la rue me fait peur ». Bon, donc, je taquine, mais soyons sérieux. L'histoire de France, le 14 juillet, est une mobilisation de rue. Après,
il faut articuler, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une colère dans ce pays qui fait que beaucoup d'entre nous, des gens pour lesquels je peux avoir une certaine affection, mais pensent que c'est dans la confrontation qu'on va s'en sortir. C'est un peu le bilan quand même que font un certain nombre de gens. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, malgré la répression, malgré les violences, ont obtenu peut-être davantage que le mouvement contre les retraites, qui a été exemplaire d'unité, de calme, de pacifisme, malgré les interventions un peu désordonnées de la police, on va dire ça comme ça. Mais on a eu un mouvement qui a été exemplaire de bout en bout, et qui finalement n'a pas obtenu satisfaction, et à l'inverse, un mouvement spontané qui est rapidement devenu violent, mais aussi parce qu'il était réprimé, a obtenu davantage. Et les gens se disent, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à défiler pacifiquement ? Oui, c'est une question qui se pose. Non, mais c'est une vraie question. Par ailleurs, après, ce que les Gilets jaunes ont obtenu, après, a été repris. La répression qu'ont subi les Gilets jaunes est incroyable quand même. Je veux dire, je ne connais pas de mouvement social. Non, mais j'invite les gens à réfléchir là-dessus. J'imagine que ceux qui vous regardent l'ont déjà en tête. Mais cette banalisation de mains arrachées, d'œil éborgné est quand même incroyable. Donc il y a une banalisation de par le pouvoir de la violence, comme si même une vitrine cassée ou une poubelle qui brûle pouvait légitimer qu'on arrache la main à quelqu'un. Là, on est dans quelque chose où, pour parler vulgairement, vous l'aurez compris, où la bourgeoisie se durcit, y compris dans son rapport à la violence, alors que jusqu'à présent, elle nous avait plutôt habitués à être du côté de ceux qui sont plutôt pour le calme. Non, il y a des gens qui sont violents et brutaux dans le camp des puissants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire attention. Nous, on doit... Est-ce que c'est une manière décalée de vous répondre ? Moi, je suis opposé à aucune action en tant que telle. Je demande juste à ce que nous faisons soit compréhensible par le plus grand nombre. Je prenais cette image l'autre jour, qui est un peu ancienne pour qu'on me comprenne. Quand José Bové, je ne sais plus en quelle année c'était, dans les années 90, démonte un McDo, c'est une action qui est extrêmement pédagogique à un moment donné. Et pourtant, c'est illégal de démonter un McDo. Et ça, c'est une action, coup de poing, qui était faite à l'époque sur le plateau du Larzac, avec toute une série de paysans qui étaient là pour dire, voilà, on a un problème, nos paysans ne s'en sortent plus, c'est le règne de la malbouffe, etc. Donc je suis pour, et après, que chaque chose que nous faisons, en soi, il n'y a rien qui est formellement inutile. Il y a un art d'exécution, si je puis dire, de réalisation qui fait que nous devons avoir des actions qui ont toujours en elles-mêmes, qui portent en elles-mêmes une pédagogie au caractère compréhensible. Alors on va dire, Corbière, tu dis ça, il faut rentrer dans le détail. Donc j'invite à ce que nous faisons soit pas à un moment donné tellement avant-gardiste qu'on ne comprend plus rien et que ça donne l'impression d'une bagarre privée entre la police et nos amis les plus radicaux. Moi, je suis pour l'action de masse. Voilà, je suis pour l'action majoritaire qui doit s'articuler avec le fait qu'il y a une action de masse qui travaille. Il y a un mouvement social, associatif, etc., qui travaille à ce que politiquement, ce que nous faisons nous amène à être majoritaire. En 68, il y a une mobilisation de masse, mais comme politiquement tout ça n'est pas bien, ça se termine par une défaite électorale et il faut attendre 81 pour vraiment la victoire populaire. Ça me permet de rebondir sur ma question suivante. En 68, il y a une grève générale. Le mouvement des retraites, les directions syndicales, je ne sais pas si c'est leur faute, vous allez me le dire, mais n'ont pas pu appeler ou n'ont pas su appeler à une grève générale. Pourtant, la question s'est posée à un moment donné. Cette année. Cette année. Ah, d'accord. Non, mais après, alors, premièrement, là on touche sur une discussion. Il y a eu quand même des mots d'ordre de la part de l'intersyndicale qui étaient, je suis en train de chercher le mot, qui est il faut cesser le travail. À la frontière, c'était une idée qui était dans l'air. Moi, et il a manqué peut-être quelqu'un pour dire bon, ben maintenant on y va. Moi, je vais peut-être faire hurler certains copains. Je ne suis pas persuadé que si l'intersyndicale avait dit grève générale, d'un seul coup, les gens auraient débrayé. Je veux dire une chose. Moi, ici à Montreuil, c'est une des villes les plus militantes de France. Quand il y a eu souvent des mobilisations où je vois, il y a des assemblées d'enseignants qui sont assez nombreuses, ça se réunit souvent dans la grande salle de la mairie. Là, pendant ce mouvement, on n'a pas eu tout à fait ça. Les gens allaient aux manifestations, mais c'est pas vrai il y a des secteurs qui ont été mobilisés, etc. Il y a eu, voilà, chez les salariés, sans doute par une espèce de recherche, de dire c'est quoi l'articulation politique. Bon, et c'est à questionner d'ailleurs pour quelles raisons. Il y avait à la fois un rejet très fort, mais un doute qui s'est installé sur le fait que c'est par la grève générale qu'on pourrait y arriver. Pourtant, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et moi, je ne ferai pas supporter la responsabilité aux organisations syndicales qui ont été unies, qui ont permis quand même qu'il y ait un mouvement puissant qui existe. Il n'y aurait pas eu l'unité syndicale. Et il n'y aurait pas eu quand même une conduite assez correcte, je trouve, de la mobilisation. On n'aurait pas eu ces grandes manifestations. Ce sur quoi c'est venu buter en dernière analyse, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'on a un président, ce qui est assez inédit dans l'histoire
là pour le coup de la Ve République une fois de plus, qui dit j'en ai rien à foutre. On a aujourd'hui, ce que je vais dire, ça mérite d'être affiné, mais j'ai l'impression que parfois qu'on avait sous la droite, quand c'était un Chirac, des gens de droite qui avaient quand même l'habitude qu'il y avait la bagarre sociale et qu'il y a des moments où il fallait un peu lâcher. Parce qu'il ne fallait pas aller trop loin. Là, on est avec le macronisme, c'est des managers, les gars. Ils ont une arrogance, ils sont méprisants. Et ils pensent que si l'outil existe d'imposer quelque chose, ils le feront, ils n'en ont rien à foutre. Alors, ils remportent des victoires momentanées, comme ils l'ont fait. Mais politiquement, c'est un champ de ruines à l'arrivée. Je voudrais revenir sur les mots blessés dont vous parliez au début. On parlait aussi de l'école. La laïcité, on a l'impression que c'est un terme qui effraie un peu à gauche, qui est utilisé par la droite pour dissimuler des projets qui n'ont rien à voir avec le respect de la laïcité, mais qui sont des offensives idéologiques bien identifiées. Mais en même temps, il y a une vraie frilosité à gauche. La gauche s'est construite sur la laïcité. Et aujourd'hui, lorsqu'on affirme cette laïcité, parfois on a l'impression d'être en décalage. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à partir où c'est un mot blessé, c'est un mot piégé, un mot piégeux. Parce qu'on éprouve toujours le besoin, de rajouter un adjectif derrière, laïcité ouverte, laïcité de combat, laïcité rigide, etc. Enfin, on a toute une gamme infinie autour de la laïcité. C'est pourtant un concept simple. Ouais, moi, pendant longtemps, j'ai été un laïc en disant faut pas rajouter d'adjectif à ce mot, il se suffit à elle-même, il n'y a pas de... Bon. Il n'empêche qu'en même temps, je constatais, parce que moi, avant d'être député, je suis prof de lycée professionnel. Au passage, on ne développe pas l'enseignement professionnel, mais il y a une offensive terrible menée contre l'enseignement professionnel. C'est quand même un gamin sur 3, les fils des milieux populaires, qui sont agressés par une réforme qui déglingue l'enseignement professionnel en cette rentrée. Je referme la parenthèse. Mais souvent, quand je discutais avec mes élèves, en lycée pro, que je leur parlais de laïcité, ils prenaient ça comme un truc qui était hostile à leurs convictions spirituelles, avec l'impression qu'à tout moment, chaque fois qu'on utilise le mot de laïcité, c'est pour avoir une conversation sur les musulmans, leur mauvais comportement et ceci. Donc il fallait expliquer. On en est là. Donc c'est ce que j'appelle les mots blessés, c'est que le mot ne suffit pas à lui-même. Moi, je suis farouchement attaché à la défense de la loi du 9 décembre 1905, qui est une loi qui dit séparation des églises et de l'État. Liberté de culte, liberté de conscience, pas de financement public, séparation des églises et de l'État. D'accord ? Désormais, liberté de culte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion officielle. La République a le même comportement vis-à-vis de toutes les religions, ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ne reconnaît, ça ne veut pas dire méprise, mais c'est-à-dire en soi, n'a pas jusqu'à présent, parce que sous Napoléon, le régime reconnaissait la religion catholique, etc., comme étant. C'est plus le cas. Donc, on veille à ce que chacun puisse exercer sa foi où il a le droit de ne pas croire, et puis on finance rien. Voilà le compromis qui est trouvé. Ça, il faut le défendre comme un joyau. La pire des choses, ce serait d'aller vers quelque chose qui dit non, mais on va financer les religions avec de l'argent public, etc. Bon. Après, on s'est aperçu qu'il y avait, notamment sur le sujet de l'école, quelque chose qui méritait d'être précisé, qui amène à ce qu'en 2004, et je suis favorable à cette loi en 2004, de dire l'école est un moment particulier. Il va de soi qu'on peut fréquenter les services publics avec des signes religieux, les citoyens font ce qu'ils veulent, dans la rue ils se promènent comme ils veulent. Mais à l'école, on veut juste qu'il y a des signes religieux très clairs, la croix, une étoile de David, une kippa, un foulard qui cache les cheveux. On préfère, quand les enfants sont en situation de formation, qu'il n'y ait pas de signes religieux. C'est symbolique, mais il faut rappeler que ce sont des mineurs. Voilà, ce sont des mineurs, et puis c'est une manière... Tout ça, on va dire, c'est des symboles, mais j'aime bien ce symbole. Que, au moment donné, nos religions sont des affaires privées, et qu'à l'école, nul déjà ne peut contester le contenu de l'enseignement, ni d'être dans cette manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, etc. Mais tout ça, déjà, c'est quelque chose qui mérite de continuer à faire un travail de conviction. Bon, et je pense qu'il faut en rester là, et dire ça, c'est la laïcité. Ça, c'est ça. Alors, à partir de là, par exemple, là, on se parle à un moment où le pape arrive à Marseille. Le pape est une grande personnalité, évidemment, et la religion catholique est une grande religion, etc. Quand il vient sur le territoire français, il va de soi que le président de la République ne gêne pas, l'accueille, veille à ce que tout se passe bien, éventuellement on s'entretient avec lui. Mais quand il y a une messe, le président de la République ne va pas à la messe. Pourquoi ? Alors, on va vous objecter Valéry Giscard d'Estaing en 1980 mais il avait tort, sur le parvis de Notre-Dame avec Jean-Paul II. Voilà, parce que c'était un bigot qui faisait un clientélisme électoral pour aller draguer l'électorat de droite catholique contre la montée de François Mitterrand, et il craignait ça. Je suis contre ce clientélisme
confessionnel, c'est pas bon. Même le général de Gaulle, qui était très catholique et qui allait avec Tante Yvonne, si je puis dire, mais a toujours eu une certaine réserve par rapport à ça. Donc il faut garder cette réserve. Qu'on me comprenne bien, Emmanuel Macron croit ce qu'il veut, mais quand vous participez à une messe, c'est quoi le problème? C'est qu'il ne va pas le faire pour d'autres cultes. Il ne va pas faire la tournée de tous les cultes. Donc il le fait pour un. Nécessairement, il envoie le signal qu'il y en a un qui est important et que l'autre n'est pas si important. Donc il va, selon moi, dans l'interprétation, il est contre l'idée que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Là, il en reconnaît un, vu qu'il se rend à une cérémonie importante. Il ne va pas aller le lendemain à la mosquée, il ne va pas aller à la synagogue, il ne va pas aller au temple. Il le fait pour un. Vous voyez, ça entretient l'idée, si tu le fais pour un, il faut le faire pour tous. Et etc., etc. Et là, à partir de là, je veux dire, je crois que c'est quelque chose qui est contraire. C'est une faute politique. Oui, là, et vous avez dit le bon mot, politique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des communiqués, ok. Selon moi, la compréhension de 1905 ne lui permettrait pas, mais je n'irai pas jusqu'au débat pour dire que c'est illégal. Par contre, politiquement, c'est un acte politique, il a tort. Dans ce pays, les guerres de religion, il ne faut pas jouer avec ça. On s'est affronté. Oui, on a une histoire. Voilà, on a une histoire, on s'est déchiré entre protestants et catholiques. Et je veux dire, les juifs ont été particulièrement persécutés sous le régime de Vichy, etc. etc. Bon, donc, c'est des sujets sensibles. Et même Aristide Briand, le grand meneur de la discussion en 1905, considérait que sur ces sujets-là, et pourtant il est allé loin dans la séparation, mais voilà, il y avait le jeudi qui était accordé pour l'école publique pour que éventuellement les enfants des familles puissent faire le catéchisme. Il y avait des compromis. Pour certains, les laïcs de l'époque trouvaient que même le compromis peut-être aller assez loin sur l'entretien des bâtiments. Donc, sujet sensible. Oui, parce qu'à l'époque, on discutait de savoir si les curés et les bonnes sœurs pouvaient circuler en habit dans la rue. Voilà, c'est le débat. Dans l'espace public. Voilà, vous voyez ce à quoi je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un débat, je crois qu'il s'appelait Chabert ou je ne sais plus qui, un député, un laïc qui devait être sans doute un type très sympa, mais dit Aristide Briand, la commission qui a travaillé sur la loi n'a pas abordé la question du costume religieux. Et il demandait à ce que la soutane soit interdite. Sur à quoi Aristide Briand disait non, c'est pas qu'elle n'a pas travaillé, c'est que volontairement, elle a fait le choix de ne pas aborder cette question-là. Parce qu'il disait, si nous l'interdisions, l'habileté combinée des tailleurs et des prêtres aurait tôt fait, disait-il, aurait vite fait de trouver une autre forme de costume qui manifeste une conviction religieuse. Alors, donc c'est sans fin, cette discussion. Tout ça nous amène donc au débat sur l'abaya. L'interdiction de l'abaya s'inscrit dans le droit fil de la loi de 2004 sur l'interdiction du foulard. Justement, je ne crois pas. Justement, pour moi, pourquoi ? La commission Stasi, qui avait beaucoup travaillé, qui avait amené la loi de 2004, n'avait pas abordé ça volontairement. J'invite chacun à relire les débats et n'avait pas abordé la question des tenues parce que c'est sans fin. Moi, je suis attaché à la commission Stasi qui avait fait un énorme travail d'audition, autre chose que M. Attal qui débarque et qui veut prendre une posture. Donc, c'est des sujets sensibles, il faut auditionner les gens. Et elle avait considéré que sur ce sujet-là, qui est à la limite entre le culturel et le cultuel, je ne joue pas au nigo. Je sais bien que si des élèves, je les connais, il y a des élèves qui veulent affirmer un attachement spirituel. Ok, très bien. Oui, il y a ceux qui font de la provoque, comme à d'autres époques, on pouvait mettre des tas de signes pour emmerder les parents, les profs, la société. Ouais, bon, voilà, bon, donc, non, mais par ailleurs, mais il y a aussi une quand même du religieux dans la société. Oui. Moi qui suis un laïc, attends, que les choses soient claires, je me battrai pour la liberté de conscience, la liberté de culte ou le droit de croire ou de ne pas croire, mais je ne suis pas indifférent au fait qu'aujourd'hui, il y a une montée du religieux de plus en plus, parce que les gens cherchent souvent, et un religieux... il y a une quête de sens, voilà. Et comme le politique ne répond pas à cette quête de sens, on est dans se tourne vers la transcendance. Voilà, on est dans ce moment-là, alors que les choses soient claires, parce que moi, je n'ai pas de commentaire à faire comme responsable politique sur les religions, mais attention aux réponses simplistes à des questions complexes. On doit quand même faire attention à ce que la liberté de conscience, évidemment, le droit de croire, mais on est dans un moment où il y a aussi des fois un fanatisme qui peut avoir lieu, un obscurantisme, etc. Bon, et nous, là-dedans, moi je ne mets pas un signe égal entre la vérité révélée qui est dans un livre et la science. Voilà, je le dis clairement, mais par ailleurs, parce que je pense aussi que beaucoup de gens qui sont croyants sont aussi des gens attachés à la science. Mais il y en a certains, dans toutes les religions d'ailleurs, qui ont un rapport, c'est comme ça, tais-toi, etc. Bon, donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est dans ce moment-là, mais précisément quand on est laïque, il faut une laïcité qui soit une laïcité qui est compréhensible, pas une laïcité à géométrie variable. Et là, on en revient, qui était le point de départ de notre conversation, oui, c'est les mots blessés. Non, mais qui est les mots blessés. C'est-à-dire que si vous faites, le pape vient, je suis au premier rang, alors je dis non, mais je ne vais pas communier, mais enfin
arrêtez de nous prendre pour des dindons. Il va s'asseoir, il va se lever quand il faudra, il participe à la messe. Si vous avez un président de la République qui dit quand c'est le pape, religion importante en France, je suis là. Mais par contre, je fais des interdits pour d'autres confessions, c'est pas compréhensible. Et ça montre bien que là, il y a autre chose. C'est de l'utilisation politique. Et je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas la laïcité. Alors ça, c'est l'explication politique. La conjonction des deux avec on privilégie une religion plutôt qu'une autre. Entendu. Mais je reviens. Je termine, en fait, l'Alsace-Moselle, 3 départements français où la loi de 1905 n'est même pas appliquée. Ça coûte chaque année 62 millions d'euros d'argent public pour financer les salaires de prêtres, de rabbins et de pasteurs. Et alors on me dit, parce que j'ai déjà eu la discussion avec les collègues, oui mais on se le paye. Non, c'est l'argent public, c'est vous, Serge Faubert, et moi, Alexis Cormier, tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas les habitants de ces départements, qui financent les salaires des prêtres, etc. Pas pour les musulmans. Alors des fois on me dit, ouais, il faut être cool, il faut aussi financer les musulmans. Non, personne. Laïcité partout, parce que moi j'aime vraiment la laïcité. Donc je ne suis pas un tartuffe de la laïcité. Je comprends le moment dans lequel on est, où il faut expliquer aux gens, comme le mot République. C'est un mot magnifique celui de laïcité, parce qu'il permet, alors que dans ce pays on a imposé des religions officielles, on a massacré des gens qui ne croyaient pas, que nous puissions tous vivre ensemble, quelles que soient nos convictions, croyants ou pas croyants. Donc défendons la laïcité. Mais malheur à ceux qui font une utilisation pour répondre à l'agenda de l'extrême droite, pour courir après son électorat, pour dire « Regardez, je traque les musulmans parce qu'eux, ils sont louches, eux, d'ailleurs, il faudrait vérifier comment ils s'organisent. » Il faut qu'on essaie de redonner une ferveur à la conviction laïque, qui doit être quelque chose de liberté. C'est d'abord des lois de liberté, la laïcité. Terminons quand même sur cette histoire de l'abaya, parce que c'est une demande des chefs d'établissement qui disent écoutez, vous êtes bien gentils, il y a la loi de 2004, on nous dit d'interdire le foulard, ok, on sait ce que c'est, mais on nous demande d'interdire les signes religieux. Est-ce que l'abaya, c'est un signe religieux? Et cette décision, officiellement en tout cas, est prise en soutien ou en réponse à la demande des chefs d'établissement. Bon, alors, ce que vous, les chefs d'établissement, c'est pas surtout emmerder, eux, à négocier au niveau de l'établissement, parce que là, c'est des zones de turbulence. Ils n'ont pas demandé à ce que ce soit interdit, ou je sais pas quoi, ils voulaient d'abord que de ne pas se faire emmerder avec un coup, valeur actuelle, qui fait une lune là-dessus, voire un autre coup, des parents fanatisés qui viennent dire telle ou telle chose. Bon, voilà. Deuxièmement, moi je trouve que dans la circulaire qu'a envoyée le ministre, il va vite en disant les camis et abaya, bon, c'est des signes religieux, ça aurait pu mériter à avoir un petit peu plus d'échanges. Parce que la religion elle-même, alors c'est pas elle qui décide, mais enfin la religion dit non, c'est pas des signes religieux. Donc on a un gouvernement qui, lui, sait mieux que certaines religions, ce qui est religieux ou pas. On peut penser, on n'a pas besoin d'être croyant ou de se référer à ce que dit le clergé de telle ou telle religion pour prendre conscience qu'il y a une intention religieuse à un moment donné. Qu'il y a une intention. Mais parce qu'on est dans ce flou entre le culturel et le culturel. Si demain un gamin vient au lycée avec un t-shirt un peu crade sur lequel il y a marqué « Jésus, je t'aime », on conclura à un prosélytisme religieux, quand bien même c'est pas un habit religieux. Non mais je ne joue pas à l'imbécile. Ce que je dis, c'est que malgré tout, on est dans des choses qui sont dans le mélange entre le culturel et le cultuel. C'est aussi des vêtements qui correspondent à des zones culturelles, d'accord ? C'est pour ça que la discussion, elle est compliquée. On a vu, alors je ne sais pas quelle est la part de vrai, nombre de costumes, robes longues, etc., comment on interprète. On est malgré tout dans une marge d'interprétation. Bon, qui ne me semble pas faire avancer la conversation, franchement, je le répète, il est hors de question que quiconque conteste l'enseignement d'un professeur en classe au nom d'une vérité révélée. Ça, c'est clair. Les signes religieux clairement établis, qui n'ont pas de place à l'école, c'est le cas à l'heure actuelle, très bien. Pas de financement public des religions, je l'ai dit. Pour quelle raison vouloir, à tout moment, pardon de l'expression un peu, remettre 100 balles dans la machine d'une conversation qui, parfois, évite à un ministre d'être confronté à la réalité de l'école et de la dégradation de l'école publique dont il est responsable. Et à l'occasion de la rentrée scolaire, la réunion avec madame la rectrice que nous avons fait à Bobigny, je lui ai posé la conversation, il n'y a eu aucun cas, aucun à la rentrée sur l'abaya. D'accord ? Et il y en avait très peu, même en Seine-Saint-Denis auparavant. Donc on a quelque chose qui touche... Oui, on est moins d'une centaine pour toute la France. En France, mais en Seine-Saint-Denis, soi-disant, le département, quand je lis Valeurs Actuelles, où il y aurait des barbus partout, des femmes à l'abaya, tout ça, ces gens, il faudrait qu'ils franchissent le périph' et qu'ils voient la réalité. Donc il y a un fantasme qui est entretenu sur l'ensemble des difficultés. Par contre, puisqu'en plus je vous dis ça, il y a 2 jours, je fais une réunion avec monsieur le ministre sur le harcèlement scolaire, sujet qui est terrible, qui amène à ce que des gamins se fichent en l'air. Est-ce qu'on peut lutter contre le harcèlement scolaire quand dans la quasi-totalité de mes collèges de Seine-Saint-Denis, j'ai pas d'infirmière scolaire, j'ai pas d'assistante sociale, j'ai pas de médecin scolaire?
Moi, au bout d'un moment, ça c'est de la réalité, et ça fait 6 ans qu'on le répète aux macronistes. Il y a même aujourd'hui 1000 infirmières scolaires de moins. On est passé de 8500 à 7500. Alors on me dit, on ouvre des concours, c'est pas attractif. Ben ouais, Joe, ben vas-y, rends-les attractifs les concours, parce qu'on en a besoin. Alors on peut faire de la communication sur des sujets. Et puisqu'on parle de l'école, et on a bien raison, on a avec Attal en plus un nouveau client. C'est autre chose que Pape Ndiaye qui était là avec, comment dirais-je, une intensité nerveuse assez limitée. Attal, il a des ambitions politiques. Il va utiliser le ministère de l'Éducation nationale pour un tremplin, pour notamment, à mon avis, être en réalité avec Darmanin. Donc il va faire de la politique avec l'école. Et il commence. Alors, nous, on doit comprendre que l'école ne peut pas être le terrain et la piste de décollage de Attal 2027. Sur des thématiques, en gros, c'est quoi le problème de l'école? C'est qu'il y a des barbus hirsutes qui viennent nous imposer les lois du Coran, c'est que les professeurs travaillent pas assez, c'est qu'il y a du harcèlement scolaire parce que les parents ne s'occupent pas de leurs gamins, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et en gros, c'est toujours la faute à tout le monde, sauf à eux qui régulièrement dégradent les salaires des enseignants, précarisent dans les zones où on a besoin, n'embauchent pas ce dont il y a besoin. Il me fait rigoler, Attal. Attal, quand il a été ministre du budget, lors du débat budgétaire, il nous a refusé les moyens d'embauche de personnel supplémentaire, notamment sur tout ce qui est santé scolaire. Et maintenant qu'il est ministre, il explique qu'il faudrait plus de moyens. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a une schizophrénie dans le bonhomme. Nous, on doit être le parti de l'école publique. Mais le parti de l'école publique dans lequel, quand on met le gamin le matin, on a confiance parce que les profs, ils sont formés, ils sont bien payés, ils sont remplacés quand ils sont absents, ils sont soignés, ils sont suivis psychologiquement dans leur détresse qu'ils peuvent rencontrer, etc., etc. Ça, c'est passionnant. Ouais, ça, on peut créer, à mon avis. Ça, c'est la gauche, merde. L'école publique, l'école républicaine, c'est la gauche. Et il faut que nous, on porte ça, à mon avis, comme étendard. Alors, puisqu'on est sur la gauche, eh bien, je vais prendre quelques nouvelles de la NUPES. Ça va pas très fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est des sorties régulières des uns et des autres. C'est ça qui est attristant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est en roue libre. Donc, il y a d'un côté, chacun va aux européennes en faisant sa liste. Alors, en plus, le résultat, on le connaît, c'est qu'il va y avoir, paradoxalement, en additionnant toutes les listes, il y aura un petit peu plus de suffrages que s'il y avait eu une liste NUPES. Mais en revanche, la dynamique de la NUPES, elle est morte. Elle est morte, là. Et cette espèce de suicide collectif, quand même, contribue au désespoir des électeurs qui votaient encore à gauche. C'est-à-dire qu'on se dit, un an après les législatives, après cette dynamique qui s'était enclenchée, on a ça, le retour des égos, le retour des stratégies individuelles, avec des outrances. Enfin, je veux dire, ce qui est navrant, c'est qu'il y a les outrances de Fabien Roussel, mais il y a aussi les réponses de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que maintenant, le débat politique au sein de la NUPES, ça se passe sur Twitter, ce qui est quand même un niveau de débat assez bas et assez haineux. Et les gens ne comprennent plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train de larguer tous ceux qui ont voté pour vous. Soit notre échange s'arrête là, parce que je partage ce que vous dites. De certains points de vue, c'est plus un édito que vraiment une question. Bon, mais moi, comme je suis un acteur politique, je vais essayer de pas désespérer Billancourt et les autres villes de France. Bon, premièrement, rappeler que, après avoir été un insoumis dur et identitaire, si je puis dire, ayant fondé avec Jean-Luc Mélenchon la France insoumise, dans un moment où je pense qu'il fallait se tenir à distance de l'échec de ce que représentait le quinquennat Hollande, en 2022, on a eu raison de considérer, quand pour la deuxième fois Jean-Luc Mélenchon était en tête, avec 22% en tête de la gauche, de considérer que désormais nous avions la responsabilité de ne plus être seulement ceux qui évitaient d'être emportés dans la catastrophe générale, scénario comme on dit à l'italienne. Il avait fondé. Nous étions devenus la colonne vertébrale, l'élément moteur autour duquel vous pouvez rassembler, parce qu'on a besoin, en raison du système institutionnel, et puis en raison des dynamiques sacrées, etc., pour être au second tour et en plus créer des conditions d'une victoire aussi après le second tour. Donc je suis un ardent partisan, un unioniste, un partisan de la NUPES. Après, l'union est en combat. Évidemment que tout ça, c'est des objets de tension, on s'est mis sur la gueule pendant des années, nos camarades et amis n'ont pas le même projet. On a réussi à se mettre d'accord sur un programme, 650 points, qu'il faut faire vivre. D'accord? Moi, je dis, c'est pas le moment d'entrer dans les discussions, il faut refaire le programme et tout. On a un programme, après on peut discuter de comment on le hiérarchise, etc. Ça, c'est des discussions politiques. Mais le programme, grosso modo, il est là. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on est dans un moment où, au sein de la NUPES, il y a le débat qui arrive sur les élections européennes. Je partage à 100% ce que vous avez dit. Qu'on m'écoute bien, c'est-à-dire je pense que
j'ai envie de dire, oui, ok, le Parlement européen, c'est important, mais enfin, l'élection où le pouvoir se joue en France, c'est l'élection présidentielle. Donc j'assume, mea culpa, pour moi, l'élection européenne est une étape dans la marche vers l'élection présidentielle où va se jouer le pouvoir. Nous pouvons d'ailleurs subir une défaite historique si c'est Le Pen qui gagne, mais nous pouvons aussi l'emporter. Nous vivons le temps de tous les possibles. Tout est possible potentiellement. Ce pays est dans un état volcanique de toute manière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si on a cette idée ? Soit des copains me disent non, le Parlement européen c'est super. Moi je crois qu'il faut utiliser cette élection pour avoir un caractère propulsif vers cette étape. Donc si nous avions une liste commune, peut-être qu'on ferait 2% de moins si on est tous additionnés, mais je vais être simple, je m'en fous. La question c'est que ce que j'aimerais, c'est qu'au soir des élections européennes, dans le moment un peu raccourci qui fabrique les états d'esprit et l'idéologie et le rapport aux politiques de beaucoup de gens, s'il y a la liste en tête, c'est la NUPES, c'est un signal et un drapeau déployé dans le paysage politique pour dire nous sommes en tête, nous le camp de la gauche, sociale, etc. Ou voir si Marine Le Pen, on est à touche-touche. Bon, donc moi je suis pour mettre toute notre énergie pour que cette séquence soit là-dedans. Voilà pourquoi je replaide encore pour chercher à convaincre, pas pour me positionner, pour chercher à convaincre qu'on peut le faire, les amis. Putain, il y a une opportunité qui serait magnifique, parce que le moment de tous les possibles... Bon, apparemment, maintenant, c'est... Non, mais j'entends... Ouais, ben tu sais, bon, on verra. On est au mois de septembre. Le dépôt des listes, en vérité, il est très tard. Il est au mois de mars. Il peut y avoir plein de choses, y compris Macron peut prendre des initiatives qui modifient les choses. Donc, je ne suis pas dans un rapport, je n'ai pas envie de me satisfaire à dire « Ah, ben c'est fini, c'est plié ». Non, j'explique pourquoi, pour qu'on se comprenne et qu'il n'y ait pas d'histoire. Bon, après, ce que je constate, c'est que Roussel nous dit « Non, mais moi, je m'en fous, je suis en tête dans les sondages, je suis le préféré des Français. D'ailleurs, chaque fois que je vais chez Sonia Mabrouk, on dit du bien de moi. Très bien, ok. » Je dis « Fabien, que j'aime bien, mais je pense qu'il ne comprend pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont il aborde les choses. Il veut tracer sa route, absolument y aller. C'est dommage. » Enfin, quand je dis c'est dommage, j'euphémise. Et j'aimerais qu'ils comprennent qu'il faut maintenir cette union en 2027. L'objet de 2027, c'est pas de savoir, même si je comprends que c'est un objectif qui peut être intéressant pour beaucoup de gens, est-ce que Fabien Roussel, de 2% à 5%, etc. C'est un objectif noble, mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Nous parlons de la possibilité que l'extrême droite gagne. Bon sang, quand je dis ça, je ne dis pas pour faire un numéro, c'est possible. Donc c'est quand même sérieux. Voilà. Deuxièmement, après, il y a les autres formations. Les Verts nous disent, les élections européennes, c'est notre moment. Alexis, tu as tort. Ce qui compte, c'est le Parlement européen, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Ce qu'ils vous disent aussi, c'est qu'ils en ont assez, et c'est le cas de la plupart de vos partenaires, d'avoir comme seule grille la grille des résultats de la présidentielle la dernière présidentielle de 2022. Non mais j'entends. Et ils disent, on va faire une élection, chacun va se compter, et cette fois-ci, on aura une nouvelle grille qui permettra de rétablir... Ça, c'est la ligne du congrès de la NUPES à ciel ouvert. On va faire un congrès de la NUPES à ciel ouvert, chacun va y aller, comme un congrès avec des tendances, et après, on va se poser. Exactement. Moi, c'est ce qui se joue. Non, j'entends. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit à Marine Tondelier. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ce n'est pas vrai que c'est un congrès de la NUPES qui va avoir lieu. Ça va avoir un caractère extrêmement déprimant dans les électorats, en particulier dans les milieux populaires, parce que c'est un tamis social, l'élection européenne. Les catégories, les plus diplômés, etc., vont voter, les milieux populaires n'y vont pas. Surtout s'ils ont l'impression qu'il n'y a aucun enjeu politique, parce que franchement, chez les gens, savoir est-ce qu'il faut que Europe Écologie fasse 12 et les Insoumis sont à 10 ou machin, ça passionne pas grand monde, ça, surtout si on a l'impression qu'on se fait mettre 15 ou 20 points par l'extrême droite. Donc ça va être un congrès, cette théorie là du congrès à ciel ouvert, la NUPES, déformée selon moi. Donc c'est pas bon. Après, je peux comprendre d'un point de vue d'une boutique politique, mais je crois que c'est pas bon. Et pour terminer, voilà, les socialistes, je pense que moi je suis plutôt... je trouve qu'Olivier Faure, je le regarde avec des yeux de plus en plus intéressés. C'est un type qui est bien, ils sont toute une équipe à essayer de s'être battu pour l'unité, mais il a été un peu bloqué par les résultats du congrès du Parti socialiste et il a peur de l'explosion du PS. Donc il veut maintenir l'unité de son parti. Bon, ça le retient pour être un peu plus à l'initiative. Bon, on en est là, et après, moi j'aimerais juste que, après, mes propres amis de l'AFI participent à cette bataille pour la liste commune, mais permettent qu'on puisse avoir une liste commune. Sur l'AFI, puisqu'on est sur l'AFI, moi je vais vous poser une question directe. À quand la 6e République à l'intérieur de l'AFI ? Parce que c'est quand même, aujourd'hui, il y a un plafond de verre pour la France insoumise qui est son fonctionnement,
qui est tout sauf démocratique, en tout cas vu de l'extérieur. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au quotidien, mais s'il y a une organisation où il n'y a pas de congrès, c'est la France Insoumise. S'il y a une organisation où on vote peu, voire rarement, c'est la France Insoumise. Comment ça se fait ? Écoutez, moi j'ai même pris la parole il y a près d'1 an, je ne sais plus quel mois c'était, en janvier, où j'ai dit effectivement qu'il y avait des choses qui devaient évoluer. Je continue à le penser, c'est un désaccord qui existe. Et c'est le débat dans lequel nous sommes. Comprenez bien, c'est pas que j'évacue, ça se fait pas à travers des médias, cette discussion. Il faut que la discussion ait lieu entre nous. Que ceux qui pensent ça, comme vous, qui ont un regard pas seulement d'adversité vis-à-vis de ce que nous sommes, mais qui ont envie que les choses aillent mieux, continuent à porter une parole, que nous devons trouver un fonctionnement plus perfectible. Et effectivement, je pense que quand nous avons une responsabilité qui est celle d'être la colonne vertébrale d'une grande union pour prendre le pouvoir, que nous sommes porteurs d'un programme, comme vous dites, de 6e République pour simplifier, il faut tendre vers un fonctionnement qui est quand même conforme à ce que nous portons. Voilà où j'en suis, je l'ai déjà dit, et la difficulté, c'est qu'après la discussion... Oui, mais le problème, c'est que vous l'avez dit, Clémentine Autain l'a dit, François Ruffin l'a dit, Coquerel l'a dit, et tout le monde s'est retrouvé un petit peu mis sur la touche. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent ouvrir les fenêtres, malheureusement, se rapprochent de la porte. Non, pas la porte, non. Pas la porte, mais en tout cas du placard. Ouais, mais si vous voulez, il y a une discussion qui a été menée, après il y a le mouvement sur les retraites, on est passés tous à la bagarre, et on ne va pas passer notre temps à nous regarder. En plus, là, à travers vous, quand je m'adresse à des gens qui ne sont pas des militants insoumis, etc., la vie interne de la France insoumise doit être prise en charge par les militants de la France insoumise. À trop en participer à une grande conversation publique, etc., ça peut participer aussi à un peu un désespoir ou à une démoralisation. Moi, je ne veux pas. Je veux être positif. Je l'ai dit, je suis le bruit et la ferveur de l'engagement qu'il faut susciter, l'espoir que nous sommes l'outil le plus efficace pour changer les choses. Et après, il faut faire mieux. C'est la consigne qui a été donnée. Je cherche à faire mieux. Faire mieux, c'est pas pareil. Donc, chacun doit entendre que nous devons avoir, me semble-t-il, un fonctionnement qui permet à ce que la complexité du moment puisse être pensée tous ensemble. C'est ça la question. On est dans un moment qui est extrêmement complexe. Je viens de donner mon opinion dans notre échange. Je peux très bien comprendre que certains copains ne pensent pas exactement les mêmes choses. Comment on fait reculer l'extrême droite, comment on va chercher un 4e bloc abstentionniste pour mordre dedans, comment peut-être on peut polariser certains secteurs qui ont pu être sensibles à un Emmanuel Macron 2017 qui donnait l'impression de vouloir tout changer. Bon, il faut essayer d'avancer là-dedans, comment on maintient une union, et puis comment on arrive à faire que les choses s'incarnent à l'occasion d'une échéance qui n'est pas simple, dans des candidats qui sont les meilleurs porte-parole de ce message. Ça fait beaucoup de tâches, hein, mais on essaie de mener tout ça à l'heure actuelle. Et vous pointez des choses que je porte pas à travers les médias, dans une discussion, mais c'est pas toujours simple. La vie politique, c'est pas toujours simple. Peut-être que je le fais pas bien, d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez que c'est ce qui peut aussi effrayer vos partenaires de la NUPES ? Parce qu'il y a des congrès chez les Verts, il y a des congrès au Parti Socialiste, il y a même des congrès au Parti Communiste. Chez vous, non. Personne, à mon avis, peut dire qu'il a le fonctionnement idéal. Il ne faut quand même pas nous raconter d'histoire. Voilà. Mais on est bon on a fondé la France insoumise dans un moment où il y avait besoin, on était très formaté autour de l'élection présidentielle. Et il y avait besoin de créer un mouvement souple dans lequel des gens pouvaient s'associer pour porter une candidature présidentielle, celle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, c'était aussi le cas en 2022, ça on sait très bien le faire, on est très fort. Après effectivement, pour assurer la pérennité d'un mouvement, c'est-à-dire pas seulement basé sur une échéance électorale avec un candidat, je pense qu'il faut trouver un fonctionnement qui permet qu'il y ait des lieux de régulation, des lieux de décision, etc. On n'est pas encore à cette étape. Moi, je travaille à ce qu'on y arrive. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut, même avec toutes ces choses à améliorer, se dire que le fil conducteur qu'on garde, c'est celui du rassemblement populaire, sur la base d'un programme, malgré tout, de rupture, pas le remâchage de on fait l'union à minima sur n'importe quoi, et sur l'idée que nous devons être compréhensibles, être conquérants, être sur des thématiques un peu nouvelles ou abandonnées, mais qui ont une réalité pratique pour les gens, pas seulement sur des abstractions ou des combats peut-être un peu plus minorisants. Voilà ce à quoi je travaille. L'union, je suis unioniste, je souhaite qu'on le fasse là, mais que si on n'y arrivait pas, ce soit pas non plus, ce soit pas la fin de ce moment-là, parce que je pense que cette union correspond au moment stratégique, politique dans lequel nous sommes pour éviter l'électeur de l'extrême droite. Un combat. L'union reste un combat.
Eh bien, merci Alexis Corbière. Et puis, merci au Café Au Villaggio qui nous a gentiment accueillis et qui est donc un café à Montreuil que vous fréquentez, je crois. C'est ça? Oui, Vous m'avez assez dit que souvent. c'était Des gens assez sympathiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.